Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès. Marc Villan, vous êtes le président-directeur général de Interconstruction, vous êtes aussi le président de la FPI Île-de-France et vice-président de la FPI au niveau national, donc une triple casquette de promoteur. Aujourd'hui, on fait face, vous avez participé notamment à cette table ronde autour de la pénurie de logements, comment y faire face. C'est un vrai sujet pour les promoteurs aujourd'hui avec toutes les contraintes qui sont les vôtres, la non-artificialisation des sols, le manque de foncier, pour ne citer que cela, et les problèmes de recrutement. C'est un vrai problème actuellement. Il y a eu pendant quelques années une croissance du nombre d'entreprises de promotion et je pense qu'un certain nombre de mes confrères vont manquer de foncier, de projets à développer dans les années à venir pour une filière qui est quand même importante, qui représente environ 30 000 emplois et qui est surtout fondamentale en ce qu'elle reconstruit la ville sur la ville. Et on voit bien les exemples étrangers, par exemple des villes comme Liverpool qui se sont reconstruites. Il y a des villes qui n'ont rien et si elles prennent à bras le corps la construction, qu'elles se rénovent, ça devient des villes qui ont quelque chose et qui gagnent un supplément d'âme. Et aujourd'hui, on se trouve face à des populations qui ne veulent plus de projets. Comme si la France avait arrêté de rêver, arrêté de se projeter dans l'avenir. Il y a vraiment une mentalité décroissantiste et pessimiste qui fait un peu peur, d'autant que dans notre région, 50 000 nouveaux habitants par an. Et quant au sujet d'emploi, il est clair que un bon promoteur, c'est rare. Un bon promoteur, enfin un bon employé de société de promotion, c'est rare. Ça vaut de l'or. C'est quelqu'un qu'on forme sur la durée. C'est quelqu'un qui doit être, qui doit avoir des compétences juridiques, financières, techniques, politiques, d'adaptabilité, de grande résilience au stress. Et puis, une dernière qualité, vous savez, on critique beaucoup les garagistes, on dit c'est tous des voleurs, les promoteurs c'est pareil, les banquiers c'est pareil. Alors j'ai beaucoup réfléchi parce que j'étais très vexé de cette appellation dans mon métier, et je me suis dit pourquoi ? En fait, quand on est promoteur, on construit la ville. On construit avec des grands architectes, on manie de l'argent, on est proche du politique. Je vais caricaturer, mais on peut se prendre pour Dieu. Donc il faut que ces employés des sociétés de promotion, ces jeunes salariés de talent, sachent raison garder. Il faut que ces gens-là soient plus éthiques que dans d'autres secteurs, parce que les tentations sont beaucoup plus fortes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'auprès de la FPI, en tant que président de la FPI de France et vice-président de la FPI au niveau national, vous êtes obligé de faire de la pédagogie, de l'information auprès des promoteurs pour leur montrer qu'aujourd'hui, il faut se comporter différemment, en fait. On a, dans notre charte d'adhésion, on a récemment, ça fait, je crois, 1 an et demi, mis des principes éthiques. Et l'entrée dans la FPI est une cooptation, c'est-à-dire que quelqu'un qui... Alors, il y a plusieurs facteurs, mais il y a des facteurs, 1, opérationnel, résidence livrée, 2, prise de risque, parce que le promoteur, c'est quand même un chef d'orchestre qui prend des risques, et 3, éthique. Il ne faut pas que, par exemple, on a longtemps refusé, on refuse toujours, des fonds qui font uniquement de la promotion à destination des investisseurs. Voilà, sans chercher à loger les gens dans la ville, etc. Donc oui, il y a... Et croyez-moi, moi, dans mon bureau d'Île-de-France, il y a les grands promoteurs. Je vois des gens éthiques, je vois des gens normaux, je vois des gens qui font un métier difficile, qui ont la chance, alors ça, faut le dire quand même, par rapport aux industriels, d'être souvent bien rémunérés. Voilà. Mais je vois des gens qui donnent beaucoup, qui font un travail de longue haleine et d'une façon difficile et éthique quand même. Au cours de la table ronde, on a parlé aussi des relations entre les promoteurs et les élus, qui ne sont pas toujours, en tout cas, l'image que l'on a, c'est que c'est pas toujours quelque chose de facile, là aussi. Il faut accompagner les élus. Il faut pas d'opposition avec les élus. Il faut aider les élus parce que il faut jamais trahir un élu. Parce qu'un élu qui a construit, c'est un élu qui prend des risques. C'est un élu qui pourrait rester tranquille. Alors bon, il y a des gens qui restent tranquilles et tellement tranquilles qu'ils sont pas élus la seconde fois, quand même. Et il y a des grands-mères bâtisseurs qui sont toujours réélus. Je pense au Plessis, je pense à Massy, je pense à Clichy, voilà. Je pense à Courbevoie, voilà. Mais ces gens-là nous font confiance.
Donc trahir cette confiance, c'est ce qu'il y a de pire. Notre premier client, ce sont les villes. Et donc il faut porter, alors évidemment au niveau national, on est une fédération, donc il y a un sujet sur le nombre de permis signés. Paradoxalement, le nombre de permis signés, ce qui progresse, c'est la maison individuelle. C'est juste ce qui artificialise les terres. Voilà. Mais quand un maire signe pour une maison individuelle, il n'est pas embêté. Alors que pour un immeuble R+7 en première couronne, qui va souvent recréer de la pleine terre, il est embêté. Ça veut dire quoi qu'elle n'a pas tout à fait tort, Emmanuelle Vargon, quand elle dit l'avenir, c'est plus la maison individuelle? Elle n'a pas tout à fait tort. Franchement, elle n'a pas tout à fait tort. Alors, c'est injuste. Hein. Moi, je vais vous dire, j'ai une maison de campagne dans le Morvan. C'est injuste parce que j'en profite et j'ai une maison aussi en première couronne parisienne. Donc, c'est injuste pour les générations qui viennent. Je les rassure, je vendrai ma maison. Mais elle n'a pas tout à fait tort. Et ce qui a fait longtemps la beauté de la France, les grands espaces, les grandes forêts, les grandes terres agricoles, par rapport à l'Angleterre, hein, moi je me rappelle quand on allait en Angleterre, j'y vais toujours, on traverse des dizaines de kilomètres de banlieues de maisons alignées, propres certes, mais alignées. C'est cette ville dense, intense. Donc ils sont tous tombés à bras le corps sur Emmanuelle Vargon parce qu'on est en campagne électorale, mais elle n'a pas vraiment tort au fond. Alors évidemment dans la Creuse, dans le Morvan, une maison individuelle est la bienvenue, hein, mais dans toutes les périphéries de ville, certainement pas. Pour terminer, Marc Villand, un mot sur votre entreprise, bien sûr, Interconstruction. Au niveau actualité, quels sont les grands programmes que vous avez en cours actuellement? Alors moi j'ai de la chance de pouvoir lancer en ce moment de très grands programmes en première couronne. 2 fois 35 000 m² à Courbevoie, 2 logements, donc en gros 2 fois 500 logements, dont aujourd'hui les 3/4 sont vendus alors qu'on commence les travaux. Mais c'est pareil, c'est le fruit de 6 ans de travail. J'ai une mauvaise nouvelle que je profite pour dénoncer. Je travaille depuis 10 ans sur un foncier près d'une gare à Courbevoie et l'État va me préempter pour mettre les baraquements de la SGP, Société du Grand Paris. Et je dis simplement, la Société du Grand Paris, qui est née il y a 15 ans, elle aurait pu prévoir ces baraquements depuis bien longtemps, puisqu'on est à côté d'une gare du Grand Paris. Moi, je travaille sur ce terrain depuis 5 ans. J'ai déposé un permis, j'ai eu un agrément bureau de l'État, j'ai un portage de l'EPF. L'État est-il tellement schizophrène que l'État ne regarde pas ce que fait l'État? Voilà, ça c'est une question. Voilà, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Marc Villand. Merci beaucoup. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès.